Christine Passerieux, qui est psychiatre, professeure à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, chef du pôle psychiatrie, service de psychiatrie d'adultes, centre hospitalier de Versailles, qui va nous parler de questions de pratique orientées rétablissement et de leur implémentation. Vous avez la parole, Madame Passerieux. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler rétablissement, bien sûr. Il se trouve qu'aujourd'hui n'est pas une journée tout à fait ordinaire, puisque c'est une journée de grève nationale du monde de la santé, auquel nous espérons tous que les usagers vont se rallier de façon extrêmement importante. Alors, en fait, je suis un peu émue de vous parler de cette grève, parce que c'est l'expression rendue publique d'un monde qui se manifeste assez rarement dans son extrême difficulté. Je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce qui commence à être écrit dans la presse, de témoignages d'un certain nombre de professionnels de santé. Je ne parle pas de santé mentale seulement, je parle du monde de la santé, qui a été soumis depuis maintenant plus de 10 ans à des restrictions budgétaires renouvelées année après année. Je vais essayer de vous donner quelques éléments qui vont vous situer un petit peu le paysage, qui fait qu'aujourd'hui, l'alarme que nous souhaitons transmettre à l'ensemble de la population est celle d'un monde dont nous avons le sentiment qu'il est en train de s'écrouler. Pour vous donner quelques éléments très factuels, le monde de la santé en France est financé par une enveloppe fermée qui s'appelle l'ONDAM. L'ONDAM qui est votée chaque année au Parlement, et qui a un certain montant qui représente 11, et quelques % du produit intérieur brut en France, ce qui est dans la moyenne des pays développés. Et cette ONDAM, depuis 2010, a été bloquée en dessous de l'augmentation du coût de la vie, et sans tenir compte du fait que le recours aux soins aujourd'hui dans notre société devient de plus en plus important, parce que notre population vieillit, parce qu'il y a davantage d'exigences en termes tout à fait légitimes, en termes de besoins de santé et de soins. Donc l'ONDAM a été bloquée à 2%, alors que l'augmentation qui aurait été naturelle au niveau du coût de la vie, du GVT, je vous passe les éléments techniques, aurait été de 4%. Dans le monde de la psychiatrie, de la santé mentale, l'augmentation de l'enveloppe n'a été que de 1%. Ça a duré toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, où à nouveau, malgré les très nombreuses alertes que le monde de la santé a souhaité transmettre au gouvernement, mais ces mesures de restriction ont été portées par tous les gouvernements successifs, c'est un mouvement continu. L'ONDAM vient d'être voté au niveau du Parlement à 2% d'augmentation, alors que toutes les estimations montrent que le coût de l'augmentation simplement du coût de la vie est de 4,5% cette année. Donc à nouveau un budget en restriction. Quel a été l'impact de ces restrictions budgétaires absolument continues depuis 2 ans ? Une extrême fragilisation de l'organisation des soins, du milieu professionnel, des ressources, l'essentiel en santé. Enfin, il y a 2 aspects, mais il y a quand même tout ce qui concerne l'humain, les ressources humaines. Les ressources humaines aujourd'hui, à l'hôpital, les gens partent. Les gens partent malgré l'extrême motivation, malgré le fait que ce soit un métier de vocation. Il y a une fuite qu'on observe un petit peu partout de l'hôpital. Alors en fonction des situations locales, c'est tel ou tel professionnel qui va davantage partir. On commence à observer ça, ça fait 2 ans qu'on observe ça, et c'est de façon importante. Ça se traduit par une dégradation importante de la possibilité de répondre aux besoins de santé, d'accueillir les gens. La crise des urgences dont vous avez connaissance n'est qu'une petite expression, parce qu'en fait c'est le lieu où tout converge lorsque tout le reste commence à se désagréger. Et un autre signal extrêmement important, c'est que la conférence des doyens de médecine a voté à l'unanimité la grève, parce que nous sommes en train de réformer les études de médecine pour essayer de mieux répondre et de mieux organiser les études de santé. Les moyens donnés pour cette réforme sont absolument insuffisants par rapport à l'importance du travail demandé, et de toute façon parce que là aussi au niveau de l'université la restriction existe. Donc c'est l'ensemble du monde de la santé, y compris de la formation des médecins qui est aujourd'hui en grève. Je pense que c'est une première journée
J'espère que, parce que je doute qu'on ait des réponses à la hauteur du niveau de difficulté que nous rencontrons, j'espère que ce mouvement va se poursuivre et je vous invite très fortement à y être attentif et à vous associer autant que faire se peut. Alors, un moyen simple, c'est qu'il y a une pétition qui circule aujourd'hui, qui pour l'instant n'a été signée que par 150 000 personnes en France. Je pense que c'est 3 millions de personnes au minimum qui devraient s'associer à cette pétition. Le constat est là. Dans la pétition, il y a un certain nombre de demandes qui sont faites, de solutions qui ne sont pas forcément... On ne souscrit pas tous forcément à ce que soient ces solutions-là qui soient mises en place, mais je pense que le constat doit vraiment être partagé de façon extrêmement importante. Voilà, je suis désolée parce que je ne suis pas là pour vous parler de problèmes, je suis là pour vous parler de rétablissement, et c'est une parole un peu solennelle que je me permets de tenir là. Du coup, oui, mais ça, il faut demander aux techniciens pour que ça apparaisse à l'image. Du coup, il faudrait peut-être se poser la question de comment, du rétablissement de notre système de santé, peut-être, je ne sais pas. Bien, ben on va faire apparaître le diaporama à l'écran. Alors, pour vous parler du rétablissement, j'ai choisi de vous parler, bien sûr, d'un point de vue de la place de la psychiatrie, mais vous allez voir qu'il ne s'agit pas que de la place de la psychiatrie, mais d'un des fondamentaux, on pourrait dire, d'une réponse, d'une organisation de la réponse aux besoins des personnes qui souffrent de troubles mentaux sévères et persistants. Alors, c'est l'histoire du parcours socio-sanitaire précoce orienté rétablissement. Alors, il y a un constat que vous connaissez, que nous partageons tous concernant les troubles mentaux sévères et persistants, qui est que les personnes qui en souffrent ont des besoins élevés de soutien social dès le début de leurs troubles, des besoins élevés de soins somatiques, puisqu'il y a des comorbidités. Ce sont des personnes qui non seulement ont des troubles mentaux, mais ont aussi, et de façon extrêmement beaucoup plus importante que la moyenne, des problèmes liés aux médicaments, mais pas forcément que, liés au mode de vie, liés aussi probablement à des vulnérabilités croisées, des problèmes de santé somatique. Je vous ai mis sur la diapositive les derniers travaux de l'IRDES qui montrent la perte d'espérance de vie extrêmement importante que vous connaissez pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Ces personnes ont également besoin de prise en charge de leurs addictions, qui sont souvent des tentatives d'apaisement de leur souffrance psychique. Et puis, bien entendu, des besoins de soins spécifiques liés à leurs troubles. Dans l'ensemble des pays développés, le constat est fait qu'il y a une réponse qui est très insuffisante à ces besoins psychosociaux, en particulier à ceux qui ne sont pas la réponse aux seuls soins du trouble, c'est-à-dire les soins psychiatriques. Tout le reste est méconnu. C'est quoi le paradigme du rétablissement ? Comment on peut le resituer ? Les troubles mentaux sévères sont le plus souvent des troubles qui sont chroniques ou qui sont récidivants et que finalement nous n'arrivons pas au jour d'aujourd'hui à guérir. Quand on prend l'exemple des troubles schizophréniques, une personne sur 7 qui a été diagnostiquée va guérir, va connaître une rémission qui va être une rémission totale de ses troubles. Ça veut dire que tout au long de leur vie, 6 personnes sur 7 vont devoir vivre avec des manifestations plus ou moins importantes, plus ou moins envahissantes de leurs troubles. Mais il faut qu'elles vivent. Et ce constat, il est cohérent avec celui des usagers de la psychiatrie et de ses survivants. L'histoire du rétablissement, c'est un concept qui nous vient du monde anglo-saxon et de gens qui ont pris la parole et qui ont dit comment ils ont traversé et réussi à survivre à ce que la psychiatrie leur a finalement fait subir. Et ce que proposent ces usagers, c'est que les soins et les accompagnements soient guidés par le modèle du rétablissement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de guérir ou de chercher à tout prix à éradiquer les symptômes, mais finalement que l'objectif global doit être celui de la qualité de vie, doit être celui de l'autonomie et de l'insertion. Ça en passe bien sûr par le fait que la maladie s'exprime moins, qu'on arrive mieux à en contrôler un certain nombre d'aspects, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'attacher probablement d'abord à ce que désirent faire les personnes de leur vie et leur accomplissement personnel. Et en s'appuyant bien évidemment sur ce qu'elles souhaitent, sur le fait qu'elles participent aux décisions les concernant. Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation des soins ? C'est un renversement complet des valeurs.
C'est un renversement complet des priorités pour la façon dont on va penser la réponse aux besoins des personnes. Le premier niveau de renversement, c'est qu'on va d'abord s'appuyer sur la prise en compte du droit des usagers, qui ne doit pas être vérifié en deuxième temps, mais qui doit être le fondement même de la pensée et de l'organisation de la réponse, et avec une souhaitable participation des usagers à chaque niveau de la décision, ce qui est loin d'être simple, parce qu'il faut faire monter peu à peu cette participation et la compétence des usagers pour pouvoir éclairer les décisions lorsqu'il s'agit de réponses organisationnelles, par exemple. Il faut s'appuyer sur quelque chose qui a été démontré comme extrêmement nécessaire et utile, qui est la synergie des actions de soins et des actions d'accompagnement. L'un ne marche pas sans l'autre. Et je vais essayer de vous en convaincre au travers de l'exemple du parcours socio-sanitaire. Ça veut dire aussi qu'il faut sortir de cette logique linéaire qui nous vient de l'accidentologie, par exemple, ou du somatique, et encore qu'elle ne vaut, c'est pas forcément si pertinent que ça pour le somatique, qui est on prévient, et puis quand la maladie arrive, on soigne, et puis une fois qu'on a soigné, on réhabilite. Cette séquentialité qui est organisée, par exemple, autour du parcours de reconnaissance du handicap, dans lequel il faut passer devant la MDPH avec un handicap qui est déjà stabilisé, en tout cas qui est très établi. Donc cette logique linéaire, elle doit être complètement déconstruite, et il faut à chaque étape, à chaque moment, être à la fois dans une logique de prévention, dans une logique de soins et dans une logique de réinsertion simultanément. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour démarrer? Par exemple, pour ce qui est de l'organisation du premier niveau de réponse, organiser un parcours ambulatoire, socio-sanitaire, guidé par le projet vie de la personne. Et puis, organiser la réponse aux besoins des personnes à deux niveaux. D'abord, ce niveau de proximité, que je vais vous détailler, que je vais vous préciser. Et puis, un deuxième niveau qui est, en fonction de ce qui va apparaître comme besoin supplémentaire pour le suivi et la réponse aux besoins de la personne, créer des dispositifs qui vont permettre de favoriser l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès aux loisirs et l'accès aux soins plus spécifiques. Alors les suivis socio-sanitaires dans le monde, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop, c'est-à-dire c'est depuis 1995 que l'OMS prône cette organisation de soins communautaires. Ils ont dans le monde entier un certain nombre de principes partagés, à très haut niveau de preuve, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui ont été conduites pour montrer que cette réponse est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficiente que les autres. Quels sont ces principes? Premièrement, celui du case management. Il faut qu'il y ait un référent, un accompagnement qui peut être assuré par une personne ou par une équipe, mais qui va assurer cette continuité dans la réponse aux besoins. Il faut une multidisciplinarité, c'est-à-dire que la réponse aux besoins des personnes n'appartient pas au monde de la santé ou n'appartient pas au monde du social. Il faut partager la responsabilité de la réponse. Et en France, on voit bien que c'est un échec, que pour l'instant nous avons un mal fou à travailler ensemble, chacun à sa juste place. Il faut que le suivi soit au maximum ambulatoire, parce que l'hospitalisation, pour nécessaire qu'elle soit dans certaines périodes, est aussi extrêmement délétère en termes d'autonomie, en termes de rétablissement, en termes de capacité de pouvoir d'agir de la personne. On met la personne en situation de passivité et de subir, surtout si ça dure longtemps, surtout si c'est des soins sans consentement, surtout s'il y a beaucoup de privation de liberté. Et puis, après ça, il y a deux éléments qui ont été montrés comme importants, qui sont d'une part la continuité du suivi. Les personnes vulnérables psychiquement ne peuvent pas, quand elles ont établi une relation de confiance avec une équipe, passer facilement d'un référent à un autre. Il faut une continuité. Et le dernier point sur lequel j'insisterai davantage, c'est qu'il faut que ces réponses soient orientées rétablissement, c'est-à-dire que la personne elle-même soit au cœur du projet qu'on va lui proposer et en quelque sorte qu'elle fasse elle-même partie de l'équipe soignante, qu'elle soit co-participante à l'équipe soignante et d'accompagnement. Vous voyez, je suis médecin, je vais facilement dire soins, mais en fait, il s'agit de bien plus que simplement des soins. Alors en France, on n'en est pas du tout là. Le diagnostic qui fait consensus, je vais pas m'attarder excessivement dessus, mais l'offre de soins, elle reste très hospitalo-centrée. On a beaucoup trop peu de réponses ambulatoires et beaucoup trop peu de prévision de la survenue des rechutes et de prévention de façon générale, ce qui fait qu'on a un recours aux soins sans consentement et en privation de liberté qui est très important.
L'accès aux soins de réhabilitation est très inégal, mais l'idée commence à se répandre dans la France entière que c'est ce modèle-là qu'il faut soutenir. L'accès aux soins somatiques est compliqué. L'accès à des mesures d'accompagnement et de soutien social, c'est un problème absolument majeur et beaucoup, beaucoup trop tardive. C'est variable. Alors, il y a quelques exceptions. On nous dit qu'il est possible de faire des arrangements pour que les MDPH, de façon dérogatoire, donnent des autorisations pour commencer tôt. Mais le problème, c'est qu'on est dans un modèle qui, en soi, est un modèle qui est inadéquat pour les troubles psychiatriques. Tout ceci a été identifié aujourd'hui et figure, c'est quand même la très bonne nouvelle, figure dans la feuille de route psychiatrie et santé mentale, qui est maintenant la feuille de route de la psychiatrie en France entière, et dans laquelle finalement non seulement on a un diagnostic qui est partagé, mais on a un certain nombre de priorisations et d'objectifs qui sont aujourd'hui priorisés et portés au plus haut niveau. Soit dit en passant, la grève, je reviens sur le sujet de la grève c'est une grève sur la demande de moyens, c'est une grève que nous adressons à Bercy, pas au ministre de la Santé, qui est associé finalement et qui accompagne aussi comme elle peut la restriction. Alors, ce suivi socio-sanitaire, on l'a mis en place de façon pilote. Alors, on l'a mis en place à Versailles, il y a d'autres expériences en France, et il y en a aussi en Suisse, en Belgique, et il y en a dans les pays européens, c'est devenu un modèle habituel. En France, il y a quelques expériences qui commencent à émerger. Il y en a une qu'on a conduite à Versailles, dont je vais vous parler un peu plus. Au niveau de mon temps de parole, je n'ai pas vérifié. Il n'est pas là. Donc je suis libre, donc c'est super. On l'a appelé le dispositif Passe Vert. Passe, c'est parcours socio-sanitaire vers le rétablissement. Alors, ce projet, il est né au sein d'un CLSM, et on a associé autour de ce projet le CCAS de la ville, le conseil départemental, une association qui porte des établissements médico-sociaux et notre centre médico-psychologique. L'objectif que nous avons, on avait 2 grands objectifs, 3. Le premier qui était de mettre en œuvre ce parcours pour prévenir les situations de handicap psychique pour les personnes qui allaient en bénéficier, en s'appuyant sur leur empowerment. Et le deuxième objectif, c'était de voir comment on allait nous-mêmes nous transformer et transformer nos pratiques au sein du CMP, parce que avant de commencer, on était convaincus qu'on avait des pratiques orientées rétablissement. Maintenant qu'on a conduit l'expérience, on sait que pas du tout, qu'on commence à s'améliorer dans une posture qui est davantage une posture orientée rétablissement, mais qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour réellement intégrer ce modèle qui est un modèle exigeant pour les professionnels de santé, parce qu'il nous déplace de façon très considérable. Et puis on a conduit une étude de faisabilité pour donner toutes les informations sur combien ça coûte, est-ce que ça marche, en vue d'une généralisation. Alors en quoi ça consiste ? C'est toutes les personnes. Alors quand on a lancé l'étude, on était dans une espèce de formatage qui aujourd'hui, maintenant, on va être un peu plus tranquille en termes de publication, d'homogénéité des résultats, de faisabilité. Donc on a inclus simplement les personnes qui avaient été diagnostiquées schizophrènes. Au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait absurde, parce que ce n'est pas le diagnostic qui est à l'origine, ou ce n'est pas du tout le seul diagnostic qui est à l'origine de la vulnérabilité et des situations de handicap psychique, donc on va complètement laisser tomber ça. Mais pour l'expérimentation, c'était des personnes diagnostiquées schizophrènes, à qui on a proposé, il y en a à peu près 200 dans notre CMP, à qui on a proposé un accompagnement par un parcours un peu différent, qui était qu'ils allaient pouvoir rencontrer un binôme infirmière et travailleur social, pour qu'on voit avec eux qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire dans leur vie et comment on pouvait les aider à mettre en œuvre leurs objectifs. Alors sur les 200 personnes à qui on a proposé, alors on n'a pas proposé tout à fait aux 200 personnes, parce que soit certaines avaient déjà un accompagnement par un SAVS, un SAMSA, un établissement médico-social, donc ce n'était pas utile, soit certaines nous semblaient vraiment dans un moment qui n'était pas du tout pertinent pour leur proposer ça, soit parce qu'ils étaient dans des projets, soit parce qu'on avait la trouille de proposer à des gens qui étaient vraiment et qui nous semblaient trop difficiles. Et encore, on a proposé ça à des gens très, très, très compliqués dans la prise en charge. Et puis, il y a des gens qui nous ont dit « mais nous, on n'a pas besoin parce que, voilà, on vit, on n'a pas de désir particulier, donc on n'en veut pas », en laissant la porte ouverte. Et il y a à peu près 80 personnes qui nous ont dit « ok, on est partant ». Comment on a fonctionné ? On a constitué avec la personne
avec des gens de son entourage que la personne souhaitait éventuellement associer, avec une infirmière et un travailleur social, un petit groupe qui était une équipe qui était là pour aider à écrire un projet personnalisé de ce que la personne souhaitait et à voir quels étaient les moyens qu'il était utile de mobiliser pour permettre de réaliser ce projet. Ce que ça veut dire dans ce schéma-là, c'est que les soins sont devenus secondaires. Les soins ne sont mobilisés que pour autant qu'ils sont utiles pour que la personne puisse réaliser son projet. Et le suivi était d'intensité variable. Alors, les personnes qui ont dit oui, on souhaite, on est d'accord pour bénéficier de ce suivi, ce sont essentiellement les personnes qui étaient les plus jeunes dans leur parcours, ou bien qui avaient les symptômes les plus envahissants, qui étaient les plus instables, et qui étaient celles qui refusaient le plus souvent les soins, qui étaient celles qui étaient dans, vous savez, le revolving, de la porte tournante à l'hôpital, qui fréquentaient beaucoup les urgences, qui étaient très souvent en rupture par rapport au CMP. Et pour lequel cette proposition a été une transformation complète parce qu'on leur a donné la main et que du coup, peu à peu, en cheminant sur des mois et sur les 2 ans de l'expérimentation, ont pu voir que les soins, s'approprier les soins parce qu'ils y ont trouvé un sens. Le temps de l'élaboration du projet prenait énormément de temps parce que quand on demande aux gens c'est quoi votre projet de vie, je vous demande quel est votre projet de vie, vous allez être extrêmement perplexe. Alors vous imaginez les gens qui ont des troubles psychiatriques pour le moins aussi, mais projet de vie, c'était des choses évidemment très basiques. Je souhaiterais travailler, je souhaiterais avoir un logement, je souhaiterais rencontrer davantage de monde, je souhaiterais moins souffrir quand je prends les transports en commun, enfin des choses tout à fait compréhensibles. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que finalement, inclure les proches n'était pas si simple, parce que les personnes elles-mêmes avaient, dans un premier temps, souvent une certaine réserve à ce qu'on sollicite davantage leur entourage. Et les entourages ont pu être associés parfois dans un deuxième temps. Et on a pu voir à quel point c'était pertinent parce que les proches, c'est aussi le milieu écologique naturel d'une personne. Et si les proches ne sont pas impliqués, eh ben, on risque de ne pas travailler en totale synergie ou en totale harmonie. 2 ans après, ce qu'on a pu voir comme impact, difficile de quantifier l'impact parce que, par exemple, on a eu quelqu'un qui a eu un impact extrêmement positif, par exemple au niveau de son logement. Ça s'est traduit comment ? Ça s'est traduit par le fait qu'il a réussi à quitter le domicile de sa mère avec lequel la relation était extrêmement conflictuelle pour s'installer dans un squat. Squat dans lequel il a trouvé une liberté dans son pouvoir d'agir qui a fait qu'il a été beaucoup mieux sur le plan de son enthousiasme, de son dynamisme et de ses projets. Quand on va dire à nos tutelles, bah, c'est super, il a pu s'installer dans un squat, quantifier. Voilà. Alors on espère qu'il ne va pas rester dans le squat et qu'on va pouvoir avancer davantage, mais si on avait eu des logements accompagnés, il aurait pu aller dans un logement accompagné, mais on n'en a pas. Donc l'impact très favorable, ça a été sur l'accès aux droits, beaucoup, sur l'accès aux soins, et en particulier sur l'accès aux soins somatiques. C'est-à-dire que les personnes ont trouvé sens aux soins qu'on proposait et les ont acceptés bien davantage. Sur le plan plus social de l'accès au logement ou de l'amélioration des conditions de logement ou de l'amélioration de l'emploi, un impact beaucoup plus modéré, probablement parce que pour l'instant et en 2 ans, nous n'avons pas encore eu le temps de développer suffisamment les ressources et les dispositifs plus spécifiques d'accès à l'emploi ou d'accès au logement. Quelques expériences saillantes, quelques points saillants, pardon. L'idée de ce suivi socio-sanitaire, c'est de s'appuyer sur le secteur. Nous avons inclus dans l'expérimentation l'ensemble des infirmières du secteur du CMP, dans l'idée qu'il est pertinent pour créer un lien entre le social et le sanitaire, de ne pas construire encore des dispositifs à côté, et d'une certaine façon de ne pas déléguer ce parcours socio-sanitaire au médico-social, parce qu'il s'agit de trouver un lien extrêmement étroit entre les soins et le social. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment transformer le secteur au travers de cette nouvelle façon de pratiquer et d'être en partenariat. Et puis c'est évidemment la population pour laquelle le secteur psychiatrique a été créé. Et ce qu'on avait comme objectif, ce que je vous disais, c'était le changement des pratiques. Et on a observé, effectivement, alors tout le monde est satisfait de l'expérimentation, mais dans ce type de nouvelles expériences, c'est en général le cas. Ça mobilise l'enthousiasme et l'engagement, donc la satisfaction, heureusement, elle est là. On a trouvé que c'était très pertinent, je vous disais, pour des patients jeunes, instables et symptomatiques. Mais surtout, ce qu'on a pu voir, c'est 2 choses. D'une part, un changement de posture de l'équipe,
qui s'est mis vraiment à s'adresser de façon très différente et à considérer les personnes de façon extrêmement différente. Et puis une perception extrêmement fine par les usagers. On a fait une étude qualitative pour bien comprendre ce que les usagers avaient pu comprendre et percevoir de ce qui leur était proposé. Les usagers nous ont dit qu'il y avait un rôle très complémentaire des intervenants. Et par exemple, ils disaient l'un sans l'autre, ça ne marche plus. Le travailleur social est nécessaire pour certaines actions et le soignant est nécessaire pour repérer des choses qui sont différentes. Deuxième point extrêmement important, ce qu'on essayait de voir, c'était y a-t-il réellement eu une augmentation du pouvoir d'agir? Est-ce qu'on a réellement donné la main aux personnes accompagnées? Et 70% des usagers ont rapporté avoir été décisionnaires dans le projet, dans ce qui a été fait, ou soit décisionnaires, soit co-participantes à la construction du projet aux décisions. Et un quart des personnes ont répondu favorablement à l'idée qu'ils avaient des choses à dire pour continuer à améliorer le dispositif. Ce qui est quand même une représentation extrêmement forte du fait qu'ils se sont sentis compétents et qu'ils savent qu'ils sont compétents pour continuer à participer à l'expérimentation. Ça, je vais passer. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle à dépasser? Ils sont innombrables. Il faut faire évoluer le modèle français du parcours des personnes handicapées. C'est un gros projet parce qu'on a quand même la loi de 2005 et donc pour laquelle, pour ce qui est du handicap psychique, il y a quand même des aménagements forts à faire. Il faut réduire les cloisonnements. On est en silo, on est organisé en silo au niveau de l'action, des financements et des décideurs. Comment réussir à prendre des décisions conjointes? Il faut soutenir l'appropriation par l'ensemble des professionnels de qu'est-ce que c'est que le rétablissement. Et on en est au balbutiement, en fait, de vivre avec ce modèle, de l'expérimenter. Vous avez remarqué que dans cette prise en charge, on ne parle plus des médecins. Les patients avaient gardé leur psychiatre, mais l'essentiel de l'action était porté par soit des infirmiers, soit des travailleurs sociaux. Ça veut dire qu'il faut que les médecins lâchent un peu la main sur... c'est pas eux qui doivent penser le projet des personnes. Peut-être de ce point de vue-là que la crise démographique médicale va être une opportunité. J'en suis pas sûre, mais enfin, peut-être. Il faut soutenir l'investissement que nécessite un tel changement de modèle. Changer de modèle, ça a un coût. On ne peut pas transformer une organisation, on ne peut pas transformer le monde de la psychiatrie en continuant à faire des restrictions budgétaires. Et puis, il faut bien entendu accompagner la société à changer et à être moins stigmatisante et plus inclusive. Alors, j'ai une excellente nouvelle à partager avec vous qui est toute récente, c'est que nous avons réussi à convaincre suffisamment nos tutelles de la pertinence de ce fonctionnement pour obtenir de devenir accompagnant de 4 nouvelles équipes en Île-de-France pour commencer à disséminer ce modèle de suivi socio-sanitaire. On a choisi des CMP qui sont très, très, très différents, des territoires très différents, pour voir dans différents milieux, finalement, qu'est-ce qui peut faire obstacle, qu'est-ce qui marche en fonction des partenariats, en fonction des caractéristiques des territoires, de la vraie vie. Comment est-ce qu'on peut aménager et changer éventuellement un peu le modèle, l'adapter, pour pouvoir donner un guide d'implémentation de ce type de parcours qui pourrait valoir encore pour d'autres territoires. Je vous remercie.